Allez, alors bonsoir à tous. Donc aujourd'hui c'est la 15e séance sur le cycle qui a commencé en janvier, sous le titre du capitalisme. À vrai dire, je devrais dire 14, puisque la 14e, la semaine dernière, on ne l'a pas faite. Elle a été remplacée par le commentaire de l'encyclique du pape. Donc, mais bon, le cycle capitalisme comportait 15 séances, et aujourd'hui c'est la 15e, sortir du capitalisme aujourd'hui. Je vais aborder ce sujet en 3 temps. D'abord, revenir très rapidement sur la situation de chaos dans laquelle nous nous trouvons. Le capitalisme se trouve et nous avec. Deuxième point, je vais aborder la question de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une question qui fait débat, et il se trouve que nous avons à disposition depuis quelque temps des données nouvelles qui sont intéressantes à connaître. Et puis troisième point, eh bien, quelques réflexions sur le thème sortir du chaos. Comment sortir du chaos? D'ailleurs, le pape nous a donné quelques conseils pour se sortir du chaos la dernière fois. Le pape nous a donné quelques conseils. On peut le dire, hein. D'accord. Bien pensé, bien réfléchi, très subtil. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Ah ouais. Vous avez vu le texte sur le site, non? Je l'ai imprimé, mais je ne l'ai pas... Ah bon? Alors, le chaos, ben, il y a un auteur qui s'appelle Tom Thomas, qui a écrit un livre qui s'intitule Anatomie du chaos, et il dit que le capitalisme est englué dans un enchevêtrement de multiples contradictions. Je le cite, le capitalisme sénile enfonce la société capitaliste dans un vaste et profond chaos, car chaque fois que ses agents supérieurs tentent de guérir une de ses plaies, de régler un de ses problèmes, de repousser une de ses limites qui bornent sa reproduction, ils ne peuvent qu'en aggraver d'autres. Des exemples. Par exemple, si on veut relancer les gains de productivité et la croissance par les nouvelles technologies, par la révolution numérique. Ah, pourquoi pas? Objectif louable. Oui, mais la quantité de travail productif de plus-value, déjà très insuffisante, va encore diminuer. Parce qu'il y aura moins d'employés, d'ouvriers dans les entreprises. Et par ailleurs, les besoins des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, ou on va dire la révolution numérique, en électricité, les besoins en électricité, en métaux rares, sont une source accrue des émissions de CO2, on l'a déjà évoqué, aggravant le réchauffement climatique et donc les problèmes écologiques et agricoles, de santé publique, etc. Donc, impasse. Alors, on pourrait dire, mais si on produisait des marchandises vertes, pourquoi pas? Mais alors, les prix de ces marchandises vont exploser en raison des coûts de production élevés. Qui pourra se les procurer? Et puis, par ailleurs, ces problèmes économiques se répercutent en problèmes politiques, car l'augmentation des prix, elle suscite l'opposition des consommateurs qui dénoncent alors une écologie punitive, sans compter qu'ils demandent des augmentations de salaire. Et enfin, sans parler de la hausse des prix des métaux rares, qui intervient là-dedans. Est-ce qu'on peut se fixer comme objectif de promouvoir une agriculture productiviste?
eh bien, à ce moment-là, la productivité, la biodiversité, ce fondement de la vie en général et de l'agriculture en particulier, va s'effondrer, engendrant un nouveau facteur de crise économique et politique. On ne pourra pas faire de l'agriculture productiviste pour tout le monde. Alors on peut encore dire, développons tel ou tel secteur de l'économie. Mais même chose, même impasse, parce que c'est bien souvent la consommation d'eau qui augmente alors qu'elle manque de plus en plus dans le monde. Et le réchauffement climatique qui va avec. Donc, on va dire désaliniser l'eau de mer, mais c'est très énergivore, très énergivore. Encore une impasse. Et d'autre part, le sel extrait de la mer, où est-il rejeté? Dans la mer. Ce qui resalinise cela même que l'on veut désaliniser. Donc il y a sûrement quelque chose qui relève là de la contradiction. Tom Thomas dit c'est contradiction partout et solution nulle part, c'est le chaos mondial. Bien sûr, la vie continue, nous le voyons, bien sûr, nous le voyons, la vie continue, mais les contradictions s'approfondissent, s'accentuent. Juste une petite précision. Si on veut dessaler l'eau de mer, en effet, ça nécessite pas mal d'énergie. Par contre, si ça s'est fait dans les pays qui sont très proches du désert, on peut mettre du photovoltaïque et produire pas mal d'électricité pour les faire. Oui, le photovoltaïque, oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est un peu presque paradoxe, on habite sur une planète qui est couverte des 4/5 d'eau, la surface est en manque d'eau. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon, le photovoltaïque est en train de se développer beaucoup. Y compris chez nous d'ailleurs. Puis ça ne dérange pas dans un désert. Hein. Et dans le désert, les pays du Golfe, etc., la Chine. Oui, c'est un bon investissement. Mais même nous aussi, nous aussi. Une fois que c'est installé, Oui, il y ça, a très peu d'entretien. Nettoyer régulièrement la surface, mais c'est tout. Hein. Non, sans doute ce qu'il y a, c'est que il y a peut-être un manque de politique publique cohérente, suivie, ou tout au moins, on va dire, soyons moins catégoriques, peut-être qu'elles sont juste seulement en train de se mettre en place. Il y a peut-être eu un retard à l'allumage, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Moi j'ai vu, il y a une installation énorme au Maroc qui a été faite. Quand on voit ça, c'est vraiment impressionnant, la surface qui est couverte par les panneaux photovoltaïques. Ouais. Il y a d'autres pays pareils. Hein. Bien sûr. Donc, cela dit, je décris une situation de chaos, cela dit, il faut dire que c'est quand même tout le développement du capitalisme qui est fait de chaos. Les débuts du capitalisme, c'est vraiment carrément la barbarie. C'est l'esclavage, c'est la colonisation, l'esclavage qui va avec, etc. On fait travailler les enfants. Le travail des enfants, l'exploitation acharnée, éhontée, scandaleuse pendant tout le 19e siècle. La journée de travail. La journée de travail, oui, oh là là, ouais. etc. Nous n'avons connu qu'une seule parenthèse véritable dans ce tableau, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale. L'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ce que j'ai moult fois appelé le compromis fordiste, c'est-à-dire l'idée que, au lieu de consacrer tous les profits aux dividendes, on fait un compromis un peu plus favorable au travail. C'est un compromis qui a fonctionné pendant une quinzaine, une vingtaine d'années après la guerre. Peut-être une trentaine d'années après la guerre. Mais c'est à peu près la seule parenthèse que nous ayons connue. On est assez rapidement revenu
autour des années 80, à une exploitation très élevée de la mangue. Ce qui a joué peut-être aussi, c'est l'arrivée de l'URSS dans le jeu, où finalement, pendant pas mal d'années, l'URSS a semblé être le rival du capitalisme. Alors, Elle faisait des progrès économiques. Pendant plusieurs décennies, le monde occidental ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Pendant toutes les années 1930, je ne parle pas des années 1920 parce qu'elles sont marquées par beaucoup de problèmes en Russie. Mais à partir des années 1930, l'URSS vole de succès économique en succès économique. Staline, il sait qu'il faut préparer la guerre, qu'il y aura une autre guerre. Donc il crée une base industrielle qui n'existe pas, il la crée de toutes pièces et il fait ça à un rythme absolument effréné. Et les Occidentaux observent ça, ça les inquiète. Ça les inquiète d'autant plus que dans le même temps, les années 30, le monde occidental est en pleine crise. La crise de 29 ne s'est pas résorbée comme ça, comme par enchantement. Toute la décennie 1930, c'est une décennie de crise économique prolongée. Et donc, après, il va y avoir la guerre, il va y avoir à la fin, en 39-45, quoi. Hein, après, c'est 39-45. Bon. Et quand il y a des crises, la population elle est plus facilement influençable et manipulable aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Deuxième Guerre, elle a été une guerre gagnée grâce à l'URSS, essentiellement. Il n'y a pas eu, là je viens d'évoquer les succès économiques des années 1930. Mais la Deuxième Guerre mondiale elle-même, elle a été gagnée essentiellement grâce à l'URSS. Pas essentiellement grâce aux Américains. C'est ce que nous pensons tous, hein, bien sûr. C'est ce que... Ils ont quand même fourni beaucoup de matériel de guerre à la Russie, hein, oui, qui était un peu à bout de souffle en début 1944. Mais les 20 millions de morts, c'est la Russie. Ah, ça oui. C'est l'URSS. Oui, les Américains, je ne sais pas combien ils sont Non, morts, mais sur ces plans-là. il n'y a pas photo. La bataille de Stalingrad, etc. Ils ont payé un lourd tribut, oui. Bien sûr, ils ont payé un lourd tribut. Et à l'époque, aujourd'hui, bien sûr, la propagande, elle a renversé les choses. Mais après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, l'ensemble des gens sont bien d'accord pour dire que c'est grâce à la victoire de Stalingrad, par exemple, que les perspectives de la guerre ont complètement été renversées et sont devenues positives. Et donc, ajouté au succès économique des années 30, eh bien, le camp occidental, au sortir de la guerre, ne sait pas trop sur quel pied danser. Et en tout cas, il y a une chose dont il s'est persuadé, c'est qu'il faut tout faire pour éviter que les peuples ne se jettent dans les bras de Staline, de l'URSS. Et le compromis fordiste s'explique en grande partie par rapport à ça. Il faut que le capitalisme offre un visage plus agréable, plus amène que le visage qu'il a offert jusqu'à présent. Donc, on va, dès avant la fin de la guerre, toute une série de réunions sont organisées, notamment une à Philadelphie, qui va dessiner l'organisation du monde après la Deuxième Guerre, avec
des compromis différents sur les profits, etc., avec des organisations nouvelles en matière de sécurité sociale, dénationalisation, etc., etc. Tout ça va se mettre en place. L'ONU va être créée, le FMI va être créé, il est créé même avant la fin de la guerre, le FMI, etc., etc. Le compromis de Bretton Woods, le compromis financier, d'organisation monétaire, etc. Et tout ça va durer jusque, tant que le camp occidental estimera que cet effort vaut la peine. Ça va durer jusqu'à la fin des années 70 et au début des années 80. Et après, on va rentrer dans le compromis, dans l'ère néolibérale. Alors, le passage à l'ère néolibérale, il va se faire aussi parce que l'économie occidentale est frappée à la fin des années 60, donc assez vite, elle est frappée à la fin des années 60 par la baisse tendancielle des taux de profit. Et donc j'aborde ce deuxième point. C'est un point qui fait débat. La plupart d'entre nous, nous avons en tête non pas une baisse des taux de profit, mais plutôt une hausse des taux élevés de profit. Et là, je vais thématiser l'idée inverse, aborder l'idée inverse, à savoir que le système capitaliste subit depuis 1970, même 60, subit des taux de profit en baisse. D'ailleurs, cette observation que les profits ont baissé, ça induit un changement complet dans l'organisation des entreprises aux États-Unis. Au lieu d'avoir 5 différentes firmes qui produisent de l'acier, ils se sont regroupés, ils ont fait des poules et ils ont une force d'investissement beaucoup plus grande en se regroupant. Et donc ils deviennent beaucoup plus concurrentiels et du coup le profit augmente. J'ai lu un livre de un homme politique français, je ne me rappelle plus, ça va me revenir, qui a décrit ça. C'est très pertinent ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Bien sûr. Donc là, le phénomène que tu décris, c'est celui de la concentration. Oui, oui, hein, mais il a un effet pervers. L'effet pervers, c'est que quand on avait 5 établissements... Servan-Schreiber, ça me revenait. Ah, c'est le livre là. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Très bien décrit, hein, c'est vraiment intéressant à lire. Bien sûr. Quand on avait 5 établissements sidérurgiques et qu'on n'en a plus que 1 ou 2, les nouveaux établissements sont moins nombreux et ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus modernes, beaucoup plus automatisés, etc., etc. Et là est l'effet pervers, c'est que ce sont des établissements qui font beaucoup moins appel à la main-d'œuvre, puisqu'ils sont essentiellement bâtis sur des techniques modernes d'automatisation. Donc moins de salaires à payer. Alors, il y a moins de salaires à payer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en économie, ce qui crée de la valeur, c'est la main-d'œuvre. C'est seulement la main-d'œuvre qui crée de la valeur. Et donc, dès lors que les entreprises, qu'elles soient industrielles ou commerciales, font de moins en moins appel à de la main-d'œuvre, à du travail humain, eh bien, il y a une tendance qui s'installe inexorablement à ce que le taux de profit diminue. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
la tendance à la baisse du taux de profit, elle provient du fait que les entreprises font de moins en moins appel à du travail humain. Seul le travail humain est créateur de valeur. Ça, c'est quelque chose que les entreprises, les capitalistes, etc., ne veulent pas admettre. Ils sont persuadés du contraire. Moi aussi, j'ai du mal à suivre parce que je n'imagine pas, exemple, que dans une mine de cuivre, tu utilises la main-d'œuvre nombreuse et puis tu inventes des nouvelles machines d'extraction où tu peux extraire 100 fois plus que 20 ans avant. Pourquoi est-ce que ça... Ils ont moins de main-d'œuvre, mais ils sont beaucoup plus concurrentiels parce qu'ils extraient plus, ils fabriquent plus de tonnes de cuivre dans une année. Donc je ne vois pas la logique là-dedans. Mais la logique, c'est qu'il ne faut pas raisonner pour une entreprise, il faut raisonner globalement. Pour l'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est pareil. Non, mais prenons l'exemple d'une mine de cuivre. Prenons l'exemple d'une mine Ça de existe cuivre. dans le monde, il y en a plusieurs. On peut éliminer le travail humain dans une mine de cuivre. Pas entièrement, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va conduire un camion ou qui va Mais même, vérifier une machine. On en Bien a sûr. besoin, mais nettement moins que si Nettement tout est moins. basé là-dessus. Mais bien sûr. Mais le travail humain qui a été éliminé, il est remplacé par des machines. Oui, Ces machines, il a c'est fallu... efficace. Oui, ces machines, il a fallu les produire. Ah, d'accord. Il a fallu les concevoir, les produire, les acheminer, etc. Ouais. Souvent, d'ailleurs, ce sont des machines absolument gigantesques, Extraordinaire. des Ah, trucs ouais, de fou. Bon, voilà. Il faut les entretenir, etc. Elles peuvent tomber en panne, etc., etc. Si on envisage l'ensemble de l'économie, et même mondiale, pas seulement occidentale, etc., si on envisage l'économie dans son ensemble, eh bien, les emplois qui sont économisés dans un domaine, on les retrouve dans un autre. Ah oui, d'accord. Et Je vois ce que tu Et veux par dire. ailleurs, on a créé aussi une armée de chômeurs Ça, oui. aussi. Ouais. Le Mais ça, chômage- l'entreprise, elle s'en fout. Hein. Ah, l'entreprise lambda, elle s'en fout. Mais Pas de problème. l'économie, elle s'en fout pas. Oui. Hein, parce que l'État est bien obligé, même si il y met très peu d'enthousiasme, mais il est quand même bien obligé de s'occuper de ses chômeurs. Ouais. Donc, on crée du chômage qui mobilise des moyens, qu'on le veuille ou non. Donc, pris globalement, il n'y a pas beaucoup de différence, en fait. Hein, il Les n'y a pas beaucoup machines, de différence. finalement, elles reviennent Disons plus que chères que... les machines, l'intelligence dans artificielle, l'entretien, dans tout ça. prenons l'intelligence artificielle. YouTube, il faut employer des gens, par exemple en Inde, ou dans des pays de ce genre, Pakistan, etc., pour modérer les vidéos. Bon, donc ce sont des gens qui passent leur journée à visionner des vidéos et à les étiqueter. Donc à dire ça c'est du sexe, ça c'est de la violence, ça c'est de l'éducation populaire, ça, etc. Bon, donc il faut des gens qui fassent ça, mais ce sont des milliers de gens qui font ça. Ouais. Bon, c'est grâce à ce travail que YouTube peut ensuite nous conseiller, après que nous ayons visionné une vidéo, il peut nous conseiller d'autres vidéos qui pourraient nous intéresser. Voilà, un catalogue. Bon, voilà. Là, nous, on peut avoir le sentiment qu'il n'y a aucune intervention humaine. Mais si, bien sûr qu'il y a des interventions humaines. Elles sont en Inde. Elles ne sont pas chez nous. Elles sont en Inde. Donc, et pour la sidérurgie, c'est pareil.
il y a plein d'interventions, mais elles sont masquées, sans compter le fait, j'y reviens, qu'on a maintenant des millions et des millions de gens qui sont au chômage. Soit le chômage franc et massif, net et clair, soit des formes d'emploi dégradées, très dégradées. Je prends un chauffeur Uber. Un chauffeur Uber, s'il ne fait que ça, c'est quelqu'un qui est dans une situation très dégradée. Il va travailler peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée. Mettons 4 heures dans la journée. Et puis c'est tout. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans un petit boulot. Certes, il conduit une belle bagnole, une Tesla électrique. Climatisé. Voilà. Mais il est en fait, il a un petit boulot. Hein. Il travaille 4 heures, 5 heures, admettons. Hein. Sachant que chaque course lui rapporte une misère. Hein. Bon, donc, et ça, Deliveroo, Uber, etc., on peut multiplier presque à l'infini. Tous ces gens-là masquent, ils ne sont pas dans le chômage. Tous ces auto-entrepreneurs. Ce sont les auto-entrepreneurs. Ces gens-là masquent du chômage, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Donc, on dispose de données nouvelles sur cette baisse tendancielle. C'est un chercheur de la City de Londres qui a fait ça, Michael Roberts. Il a publié des données qui portent sur le G20 en 2012, 2020 et 2023. D'autres chercheurs ont publié aussi des données, Dipancourt Basu de l'Université du Massachusetts et Poya Karambaksh de l'Université de Sydney. Tous utilisent une source qu'on appelle les Penword Tables. Bon, c'est une source statistique sur les PIB des pays du G20. Voilà. Elle est entretenue, cette source, par l'Université de Californie aux USA et de Groningue aux Pays-Bas. Voilà. Californie et Groningue. Alors tous font, les trois auteurs, tous font le constat que la profitabilité tend à baisser sur le long terme, ce qui les conduit, par exemple tel Roberts, ce qui les conduit à conclure que l'expansion capitaliste est transitoire et soumise à des crises de production et d'investissement régulières et récurrentes. Et que ces crises sont nécessaires, en fait, pour purifier le système du vieux capital et ouvrir une période d'expansion. Il y a aussi quelque chose qui s'y rajoute, une augmentation de la dette considérable. Oui. Considérable. Bon, la dette américaine, c'est 40 000 dollars, 40 000 milliards, 40 000 milliards de dollars. Tout va bien. Ben oui, là, à ce jour, mais elle augmente sûrement. Celle de la France, elle est pas mal non plus. Mais celle de la France, oui, bien sûr, c'est 350 ou 400. Non. 4 000 milliards. 4 000 milliards, truc comme ça. Oui, bien sûr. Alors là, je vous rappelle ce que j'ai pu dire déjà, c'est que pour une grande part, c'est une dette qui a été créée pour sauver les banques en 2008. Pas pour nous. Hein. Alors, un peu pour nous, au moment du confinement. Le quoi qu'il en coûte de Macron. Alors, tous, donc, actent cette baisse, tous repèrent au sein du trend, je vais vous le montrer dans un instant, tous repèrent au sein du trend les mêmes phases de hausse et de baisse. Et enfin, tous sont d'accord pour dire que
la tendance à la baisse est commune à pratiquement tous les pays développés et en voie de développement. Alors voilà la forme que les choses ont. Donc la première période en vert, elle va de 1950 à 1966. Donc vous voyez, c'est une phase de hausse, 1950-1966. C'est la reconstruction, etc. Trop élevé et finalement, il ne rapporte pas ce qu'on pouvait espérer compte tenu de ce côté très élevé des investissements. Je vais reformuler. Le capitaliste qui se lance dans une activité, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des bâtiments, des machines et de la main-d'œuvre, de la force de travail. Bon, il met ça en œuvre, c'est le cycle productif, c'est le temps de production, et il récupère des marchandises, quelles qu'elles soient. Bien, ça peut être de l'acier ou des vêtements ou des ordinateurs. Et en les vendant sur le marché, il récupère sa mise. Si il arrive à les vendre dans des conditions correctes, il va bien rentrer dans son argent et il va faire un bénéfice. Voilà. Et bien. Donc là, ce que je décris, c'est le cycle du capital. Une question, par exemple, caisse de retraite américaine. Elle doit investir l'argent que le futur retraité met dans la caisse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent leur capital, je ne sais pas, en bourse. Et est-ce que les 8% qu'ils demandent, c'est à peu près les taux, quelquefois c'est plus, est-ce que c'est ça un retour sur capital dont tu parles ou c'est carrément exclu cette partie-là du... Déjà ça, c'est pas du capital productif. Ah, ça, c'est des placements financiers. Ah, d'accord. Oui, Parce que tu as dit retour sur investissement, ils investissent 1 million, ils récupèrent 80 000. Mais une caisse de retraite américaine Oui. qui investit dans des placements financiers, oui, elle peut récupérer 5, 8, 10%, etc. Il manque de plus en plus d'ailleurs. Ça, moi, je ne parle pas de ça, moi. Ah, tu ne parles pas de ça, d'accord. Voilà. Moi, Parce que c'est en plein dans le capitalisme quand même. Bien sûr, mais moi je parle de capital productif. Par exemple, dans les entreprises de construction d'automobiles, eh bien, il y a la partie productive au sens strict. D'accord. Mais à côté de la partie productive, il y a des unités qui font des placements financiers. Oui. Bon, on n'en parle pas. D'accord. Là où il y a une source d'ambiguïté, c'est que les multinationales aujourd'hui, elles, toutes confondues, elles ont 40% de leurs bénéfices qui proviennent des placements financiers. Effectivement. Je l'ai déjà dit ça. Oui. Hein? Alors. Voilà, 40%. Total va faire des profits évidemment à partir de la prospection pétrolière etc. Et de la vente de pétrole, les usines de raffinage, etc. Mais aussi il va faire des profits presque autant en placement financier. Presque autant. Voilà. Or là, moi, je ne parle que du capital productif. D'accord. Comme par exemple une entreprise pharmaceutique, ça serait acceptable. Une entreprise pharmaceutique, on va le mettre du côté du capital productif. Voilà, capital productif.
compliqué. Bien. Mais, entreprise pharmaceutique, il y a fort à parier que comme toutes les autres, elle a un département finance et qui procure presque autant de profit que la production. D'accord. Parce que les fonds de pension, ces fonds de pension, Ah oui. ils n'investissent pas dans la production. Regardez, ils veulent nous piquer notre caisse de retraite, Oui. indirectement. Moi, je vois de partout les EHPAD, ils investissent. On ne Oui. produit rien. Seulement, quand on voit le prix d'un séjour en EHPAD qui tourne à Soit plus de 4 3 000, 000, ouais, ça dépend. minimum 3 000 euros par mois, donc c'est très rentable. Donc c'est que financier là, ils ne produisent rien. Oui, Ils investissent pour une rentabilité maximale. extrême. En même temps, il y a un risque, parce que ceux qui investissent en fonds de pension, je crois que c'est arrivé en Suisse, quand ils font faillite, ben ceux qui ont cotisé pour la retraite, ils n'ont plus rien. C'est une réalité, parce qu'ils doivent rendre des bénéfices à ceux qui ont cotisé. Ouais. C'est pour ça qu'il y a... on a vu dans des investissements qu'a fait les fonds de pension où il y avait une part de risque que certains... Bien sûr. voilà. Bien sûr. Alors les fonds de pension, il faut savoir qu'ils interviennent dans l'économie aussi bien dans l'économie réelle, capital productif, que dans la finance. Un fonds de pension peut très bien Diversifié un peu. être actionnaire de Total à hauteur de 8-10%. Voilà. Par exemple. Mais, comme aussi bien, il peut, un fonds de pension, faire des placements financiers, etc. etc. Les grandes multinationales, et même les moins grandes, Ils font tous leurs traders à Londres. oui, puis les fonds de pension sont intervenants entre 5 et 10%, quelquefois un peu plus, etc. Ils interviennent dans l'économie productive, dans l'économie réelle. Hein. Mais, comme le taux de profit baisse, eh bien, il faut qu'ils soient de plus en plus vigilants dans leurs investissements. Sinon, ils vont perdre des plumes, évidemment. Et on peut dire que globalement, compte tenu de cette baisse des taux de profit, ils sont tendanciellement encouragés à intervenir dans des placements financiers. Voilà. Par exemple, les bons du Trésor, les dettes des États, Ah oui, oui, oui. par exemple. Des sommes considérables. Des sommes considérables, considérables. Donc, la baisse du taux de profit, elle a encouragé la financiarisation. Elle encourage la financiarisation. Une entreprise lambda qui a du profit, eh bien, elle va peut-être être incitée à faire des placements financiers plutôt que d'accroître son capital productif, ses capacités de production. Il y a un phénomène qui va dans le sens de ce que tu dis. J'ai appris ça récemment. Dans les grands marchés d'actions à New York, sur 200 entreprises qui sont cotées, le plus grand, il n'y en a qu'une quinzaine, une vingtaine qui font des grands profits. Et tous les restes stagnent. Et donc c'est même inquiétant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout quelque chose qui est uniformément en augmentation, parce que les indices montent, mais à cause des 15 à 20 entreprises dont on a parlé, les très grands là, Nvidia et Amazon, etc. Et donc ça les inquiète quand ils observent que 150, ça va pas très fort, quoi. Ben non, de toute façon, nous avons le CAC 40. Oui. 40 entreprises. Bon, 40, CAC 40. 40 entreprises cotées
qui font le CAC 40. Quand on se gosse ou on s'esbaudit parce que le CAC 40 atteint des sommets, oui, mais ça n'est jamais que ces 40 entreprises-là. Hein. Je prolonge ce que tu dis. Et à côté, les gens végètent. Hein. Bon, dans le numérique, Apple, Amazon, Nvidia, Oracle, Microsoft, etc. Et puis sorti de là, eh bien, les autres végètent. Oui, voilà. C'est la vérité. Bien sûr, c'est ça la réalité. C'est ça, bien sûr. Et c'est un système organisé, hein, parce que les multinationales, les GAFAM pour les États-Unis, etc., s'organisent bien, hein, pour que le profit aille vers eux et n'aille pas vers les PME. Attention. Hein. Et ils passent avec les PME des contrats léonins, hein, de sous-traitance. C'est eux qui récupèrent les profits. Alors, voilà, donc je continue la période néolibérale, un certain rebond. Et puis vous voyez qu'à partir de 1997, ça repart à la baisse. Alors bien sûr, il y a eu là, ça c'est le Covid. Bien sûr. Donc, voilà, je le neutralise le Covid. Hein. Si je le neutralise, ça fait ça. Hein. Voilà. C'est une tendance à la baisse. On est parti de 7,8, on est à 6,8. Tendance à la baisse. Ici, on était à 6,6, 7,8. Vous voyez, tendance à la hausse. Voilà. Donc voilà le profil de l'économie productive, de l'économie réelle depuis 1950. Sur le plan mondial. Sur le plan mondial. Le G20, Ah oui, l'Occident. Le 20 plus grand. L'Occident. Ah oui, sans la Chine. Évidemment que cette tendance à la baisse, elle est contrecarrée. Elle est contrecarrée par quoi? Par l'augmentation du taux de plus-value, c'est-à-dire le taux d'exploitation. Le taux de plus-value, c'est la longueur de la journée de travail ou bien l'augmentation des cadences. Ok? Et ça, évidemment, ça peut contrecarrer et éventuellement même plus que contrecarrer, annuler la baisse du taux de profit. Je reprends les 4 périodes par exemple. La période ici dite âge d'or, 50-66. Cette période-là, la composition organique du capital, c'est-à-dire la part des machines de la technologie dans le capital, augmente et augmente aussi le taux de plus-value. Donc tout ce qui va, tout va dans le bon sens pour les affaires. La composition organique du capital, c'est-à-dire la technicité du capital, elle augmente. Donc c'est la productivité qui augmente, ce que tu disais tout à l'heure. Mais augmente aussi le taux de plus-value, le taux d'exploitation. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Les années 50-70 après la guerre, elles ont été des années d'exploitation renforcée de la classe ouvrière, qui peut-être a consenti à cette exploitation par nationalisme, on va dire. Ou parce que les salaires ont augmenté aussi. Les salaires ont augmenté aussi. Pour ce qui est de la France, la sécurité sociale, hein, bien sûr. Donc il y avait une sécurité de mode de vie nouvelle, bien sûr, etc. Et donc
la classe ouvrière a consenti à faire des efforts. Et le parti a joué aussi dans ce sens. La reconstruction, le parti, il n'a pas freiné, il n'a pas rechigné, etc. Le parti communiste a joué le jeu de la reconstruction. On est tellement content que la terre est finie et qu'on puisse reconstruire notre pays. Faisons quelques bénéfices, Voilà. faisons quelques sacrifices. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Alors, donc, l'âge d'or, la composition organique du capital, sa technicité augmente et le taux de plus-value augmente. Tout va dans le bon sens pour que les profits augmentent. Et ici, maintenant, la crise de profitabilité. Eh bien là, c'est différent. La composition organique du capital continue d'augmenter, mais là, c'est le taux de plus-value qui diminue. 66, 82. Le taux de plus-value diminue. Et oui. Et oui. Il y a un cas qui m'intéresse particulièrement, que vous connaissez peut-être, la création de Stellantis. Stellantis, c'est une organisation qui regroupe des constructeurs automobiles, à peu près une quinzaine, des marques très connues. Ils ont fait, il y a 2 ou 3 ans, un bénéfice énorme par an. Je ne sais pas combien de milliards, tout le monde était étonné, 11 milliards, je crois, par an, net. Ah, c'est vraiment une réussite. C'était vraiment ça ce qu'il fallait faire, regrouper, sortir de nouveaux modèles, parce que les plus forts, on peut investir davantage. Et patatrac, 2 ou 3 ans après, ils avaient des déficits. Mais bon, c'est cyclique, on le sait, mais à un point que tu as une année 11 milliards pour une entreprise énorme, mondialement connue, hein, 11 milliards pour avoir 2 ou 3 ans après un déficit, comment ça s'explique? Et tu vois, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire la productivité visiblement a augmenté, on a installé des robots à tout va, embauché les meilleurs ingénieurs pour sortir des nouveaux modèles, d'ailleurs qui ont eu du succès, sinon ils n'auraient pas fait 11 milliards de bénéfices. 11 milliards, je me rappelle, il y a 3 ans, il n'y a pas longtemps. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui se plaignaient parce que le PDG de Stellantis, il s'est double le salaire comme ça d'une année à l'autre. Oui. Tavares. Oui, oui. Mais, Il est parti. Oui, il est parti en fait. Oui. Ce qu'on Qu'est-ce qui a se envie passe? de voir, Oui. c'est que la Chine, c'est un concurrent très sérieux, Ah, c'est sûr. puisque les voitures, malgré les surtaxes, sont encore moins chères que cela, Très juste. et elles sont très compétitives aujourd'hui. Oui, semble-t-il. Donc il y a ça. D'autre part, sur la baisse tendancielle du taux de préfet, comme par hasard, les candidats au présidentiel l'année prochaine, Attal, le maire du Havre, Philippe. Édouard Philippe, Bardella du RN, qui disent les Français ne travaillent pas assez. Oui. Donc on va monter le taux de retraite plus haut, Oui, et 35 heures, il faut le remettre en cause. Ça sent En sachant que, moi j'ai toujours appris que le développement des sciences et des techniques et aujourd'hui l'intelligence artificielle, Oui, c'était améliorer les conditions de vie des travailleurs. exactement. Et c'est le contraire. Parce qu'ils ont prévu en 2030, je sais plus quand, la retraite à 67 ans et demi. Oui, oui. Ils n'ont pas honte de le dire en plus. Oui. Donc on voit dans le sens de l'intérêt du grand capital. Mais je crois que ce qui se passe sur la planète, surtout l'industrie chinoise, et les liens qu'elle a de partout, ça leur pose des sacrés problèmes. Je vous ai raconté peut-être mon fils qui a travaillé en Chine. On a fêté son anniversaire là en janvier, et il y a un juriste niçois qui travaille en Chine. Et ils sont dans une ville, des milliers, des juristes, des avocats de toute la planète. Ils étudient les constitutions, les statuts des sociétés pour les acheter. Et on voit en Afrique, de partout, les Chinois, ils investissent. Ouais. Et ils investissent aussi en Europe. Parce que le port du Pirée, il appartient aux Chinois. Oui, Donc vous voyez, il y a tout ça. Et je crois que le capitalisme occidental là,
il a du souci à se faire. Oui. Oui, je crois que Ça pourrait être une des explications, la concurrence de la Chine, pourquoi tout à coup Stellantis, ça, en 2 ou 3 ans, dégringole. Ben, C'est tout à fait possible. là, honnêtement, je ne peux pas t'apporter une réponse précise, précise, mais tout ce que je peux, c'est prolonger ce que dit Jean-Pierre, ajouter d'autres idées. C'est le fait que nous sommes dans une économie avec le phénomène chinois où en 5 ans, une conjoncture peut se retourner. Pourquoi? Parce que la Chine, quand elle décide quelque chose, elle le fait, elle décide. Dans le long terme. Alors, Ah ouais, toujours, ouais. dans le long terme, mais avec aussi une capacité d'obtenir des résultats sur 5 ans. Et je pense à l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est le cas type. La Chine, au cours des 5 dernières années, elle a renversé la vapeur au niveau mondial. Elle est devenue le premier constructeur mondial. Alors là, les chiffres, je ne saurais les citer, mais elle a dépassé Tesla. La Chine a dépassé Tesla. Elle vend plus de voitures que... Bon, en France, Renault, Peugeot restent en tête. Il y a quand même un phénomène nationaliste presque. Bon, et Citroën, hein, Peugeot, Citroën, c'est pareil. Bon, et Renault, bon, reste en tête. Mais la Chine, elle augmente dangereusement. Dans le tableau, elle monte, hein. Elle monte inexorablement. Donc ça peut expliquer des retournements de profit, de profitabilité. Ça peut expliquer. Sans compter qu'il faudrait voir, dans les 11 milliards que tu cites, la part qui revenait au profit fait dans l'économie réelle et la part des profits dans l'économie financière. Oui. Ah Voilà. oui, ça aussi, oui. Ça, il faut Oui. voir. Tout à fait, c'est peut-être moitié-moitié. Et c'est peut-être moitié-moitié. Ouais, on ne sait pas. Ouais, Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, mais les Chinois sont en train de construire ou ont construit une grande usine dans un pays de l'Est, je ne sais plus lequel. C'est pas en Bulgarie, non? Non. C'est dans un pays de l'Est, ils ont construit une grande usine. Hongrie, peut-être. Peut-être, ou pour Slovénie, contourner les taxes. Voilà. Oui. Bien sûr. Encore une autre idée, BYD, je le prononce à l'américaine, BYD, c'est BYD. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Buy your dream. Non. Buy your dream. Achetez speak votre rêve. English. Bon programme. Achetez votre rêve. BYD, quelle est la particularité de cette entreprise? C'est qu'elle a sa propre flotte de porte-voitures. Ah ouais. Eh oui, elle est le seul constructeur mondial à disposer de sa propre flotte de cargo de transport de voitures. Eh oui. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà une entreprise dont la chaîne de valeur a une cohérence inégalée dans le monde. Elle peut emmener son bateau pour livrer 7500 voitures d'un seul coup. Ce sont des frais qui lui sont comptés différemment, qui interviennent différemment dans ses comptes, puisque c'est la même entreprise. Elle n'achète pas la prestation, elle l'a investie pour transporter ses voitures. Donc tout ça intervient aussi dans la rentabilité des Chinois. Il y a une autre question que je m'interroge. Donc, on surtaxe les voitures et plein de produits chinois parce que l'État les aide. Oui. Mais où ils prennent l'argent? Parce qu'ils n'arrêtent pas d'aider
toute l'industrie chinoise. Il y a quand même une aberration là. Hein, et là aussi, le commerce international, il est faussé parce que vous prenez la fusée Ariane, donc la France finançait, enfin l'Europe finançait, du coup, c'était plus concurrentiel, c'était dénoncé par, par la NASA, parce qu'en fin de compte, la NASA n'envoie plus de missiles, de fusées, il les envoie par Elon Musk. Oui. Et Elon Musk, alors la NASA touche des subventions de l'État, comme par hasard, la NASA commande à Elon Musk, et en fin de compte, les aides de l'État américain à la NASA, c'est Elon Musk qui en profite, mais c'est une entreprise privée. Donc il y a un micmac. Et pour l'Ariane, alors là, je suis surpris, j'essayerai d'en savoir plus avec mon neveu qui travaille sur la base spatiale, c'est qu'aujourd'hui, l'Ariane 6 a un grand succès Oui. face à Elon Musk. D'abord, les tirs sont réussis. Amazon, dernièrement, a envoyé 32 satellites. Là, ils vont continuer, Amazon. Hein, pourtant, il fait partie des GAFAM avec Elon Musk. Donc, il y a quelque chose qui bouge de partout. Ouais. Après, dans le spatial, la Chine, elle envoie régulièrement des fusées. On n'en parle jamais, mais ils ont une station orbitale, hein, là-haut, avec du monde. Donc, il y a tout ça. Et je crois qu'on est conditionné par l'information qu'on nous donne, mais on ne nous donne pas la vérité de ce qui se passe sur la planète. J'ai trouvé des chiffres intéressants sur Stellantis, factuels. Numéro 5 mondial, Stellantis a déjà subi en 2024 une baisse de 70% de son bénéfice. Tu vois, c'est ce que je dis, il y avait vraiment une chute. 70% en 24. Et puis, ils disent une baisse de 2% par rapport à 2024. Ah, voilà. Attends. Ah oui, en raison de l'évolution défavorable des taux de change et de la baisse de prix net au premier semestre 25 qui ont été particulièrement condensés. Donc voilà, c'était ça. Donc ils ont perdu 70% des bénéfices d'une année sur l'autre. Et ils ont baissé de 17% des ventes. Voilà. Pénalisés par ces prix élevés, devancés par ses concurrents. Tu vois, c'est ce que tu disais. Ouais. Il a essuyé au premier semestre 25, donc c'est récent, une perte nette de 2,3 milliards. Je me rappelle, il y avait des milliards, je crois 11 milliards en 23, et tout à coup, pof, 70% de baisse, et maintenant ils sont même dans le rouge l'année passée, la dernière année qu'on peut compter, parce que 26, ça c'est trop Oui, tôt. bien sûr. Tu vois, c'est vraiment des chiffres. C'est un groupe étonnant. plusieurs entreprises. C'est un groupe, on disait une quinzaine Oui, d'entreprises, c'est effectivement. Fiat, c'est Opel, c'est voilà, un regroupement. Il y a Renault, Citroën, il y a Oui, tout. oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais. Pas Citroën. Renault, pas Renault. Ouais. Pas Renault. Peut-être Non, Citroën, c'est Peugeot. Citroën, Citroën, Fiat, Citroën, Opel, j'en suis sûr. Opel. Ouais. Après, bon, il y a Et les puis Anglais aussi, d'autres- Vauxhall. Juste une chose, alors ils produisent des deux côtés. D'un côté, Citroën produit Oui. des voitures, et d'un autre côté, avec Oui. Stellantis. Oui, voilà. Ah, c'est deux choses, ouais, d'accord, j'ai compris. Là. Voilà. Une partie est produite là-bas, et l'autre, Ah après, oui, c'est à part. Ah ouais, d'accord. ah oui, d'accord. Ouais, là, j'ai compris. Alors, question posée, est-ce qu'il y a des signes de reprise du taux de profit? Eh bien, les auteurs que j'utilise pour aujourd'hui, donc la statistique que je vous ai montrée, les auteurs disent que non, qu'il n'y en a pas et qu'il ne peut pas y en avoir. Il y a bien eu une petite reprise en 2010, après le Covid, après le crack de 2007-2008, il y a bien eu une petite reprise en 2010, mais ça n'est pas allé bien loin. Et pourquoi il n'y a pas de reprise? Eh bien, les raisons, elles sont au nombre de deux, d'après les auteurs. La première, c'est que l'un des principaux facteurs de reprise après une crise, c'est la destruction de capital. J'ai bien dit la destruction de capital. Destruction qui peut prendre des formes diverses et variées.
bon, Un graphe boursier, par exemple. la forme la plus violente, c'est la liquidation, voilà, Une entreprise. suppression, Mais ça, c'est dans l'analyse de Marx, voilà. dévaloriser le capital. Donc certains vont payer Donc, pour permettre aux autres à faire du voilà. bénéfice, Donc, quoi. là, c'est la disparition pure et simple d'une entreprise. Bien. Les biens ou les actifs peuvent être repris par une autre, mais l'entreprise disparaît. Ça peut aussi être des concentrations, des regroupements, avec des réorganisations, etc., des pertes d'emploi. On connaît ça aussi. En France, Casino a été pris par d'autres grands groupes. Voilà, un exemple récent, c'est Casino. Ça peut aussi être des nationalisations. Les Anglais sont très forts pour ça. Ils ont nationalisé, il y a 3, 4, 5, 6 ans, les chemins de fer. Ou une dizaine d'années. Ils ont nationalisé les chemins de fer. Bon, mais ils les ont nationalisés parce qu'ils n'étaient plus rentables. Le jour où ils redeviendront rentables, C'est plus complexe. C'est que les voies, les sociétés privées qui ont les marchés, n'entraînaient plus le réseau. Voilà. Donc le réseau s'est dégradé, Oui, et donc à un moment donné, parce que il fallait investir. moi, enfin, Et ça, je le suis privé, allé à au lieu Londres de le quand faire. ma femme était prof là-bas. Oui, Les transports sont très chers Oui, bien sûr. en Angleterre. Le bus, le train, tout ça, Oui, c'est c'est très cher. Donc pour qu'une sortie de crise se fasse, il faut d'une manière ou d'une autre détruire du capital. Ouais. Ou bien que ce capital ne réclame pas un taux de profit trop fort. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Et maintenant, ça, c'est pas fait. Maintenant, il y a quand même, beaucoup plus de financiarisation par rapport aux bourses, par rapport aux investissements comme ça. Donc l'argent, il passe de l'entreprise qui ne va pas à l'investissement dans les banques, dans les... Non, il disparaît. Il faut... Karl Marx disait, parce qu'à un moment donné, la valeur, à un moment donné, le capital, si il est plus, comment je veux dire, ne correspond pas à la valeur réelle du capital, il faut en détruire une partie. Et qu'est-ce qu'on voit? Moi, je reçois Infogreffe. Attendez, en 2025, il y a eu 118 000 sociétés qui ont disparu, qui ont été liquidées. Et il y en a plusieurs dizaines de milliers qui sont en instance de redressement judiciaire qui risquent la faillite. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tout, ils perdent tout. Oui. Il y a quelques acheteurs qui viennent, ils prennent presque, ils achètent la plus société intéressant, oui. à l'euro symbolique, Oui. et sur 700 salariés, ils vont en garder 50. Ça, Mais ça, c'est de la- dévaloriser c'est de la l'action destruction de capital. de capital. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 2007-2008? Qu'est-ce qui s'est passé? Les États et les banques centrales ont empêché la destruction de capital. Souvenez-vous, les États et les banques centrales sont intervenus pour sauver Les banques. les banques et des grandes entreprises. Goldman Sachs, oui. Bon. Et donc, il n'y a pas eu le mouvement de destruction de capital qu'il aurait pu y avoir. Et cette absence de destruction de capital, elle contribue à expliquer la non-reprise. Donc c'est les hommes politiques, en quelque sorte, qui sont intervenus. Bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Et Même les- à l'époque, les Sarkozy, les banquiers, les financiers. même Sarkozy il jouait au coq en disant Ils jouent au coq. ouais, j'ai aidé les banques à s'en sortir de cette crise. Bien sûr. Donc, en sauvant les banques et derrière les banques d'État et d'État d'entreprise, bien sûr, hein, eh bien, ils ont empêché des destructions de capital, empêché la reprise. Alors que la faute vient des banques. Alors Des que, États-Unis, avec alors les que la subprimes, faute vient oui, des oui. banques. On aide les banques avec nos sous. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on liquide une entreprise, par contre, il y a toujours un acheteur, mais en réalité, si c'est une entreprise qui crée des brevets,
c'est pour piquer les brevets. Oui, Et on l'a oui, vu. oui. C'est Parce vrai. que ça a une valeur considérable, parce Ah que oui, normalement, oui, oui, oui. la boîte est liquidée, normalement, on Voilà. n'a pas à utiliser les brevets qui Oui. appartenaient à... Exactement. et aujourd'hui, les brevets, c'est comme... Ah, ça, oui. Les Américains nous ont acheté Doliprane, c'était Ouais. pour prendre les brevets de la pharmacie, qui Ah étaient oui. très rentables. Bien Oui. sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et la deuxième raison pour laquelle la reprise ne se fait pas, c'est que il y a toujours dans l'économie la même rareté d'heures productives, c'est-à-dire d'heures de travail humain productif. Il y a toujours la composition organique du capital qui est très élevée, avec très peu d'intervenants humains dans les entreprises, et même on va dire que le mouvement de modernisation se poursuit presque inexorablement. Hein. On continue de voir des plans sociaux, etc., comme ils disent, des plans de sauvegarde de l'emploi, comme ils disent. Et donc, la main-d'œuvre humaine continue d'être éliminée des entreprises. Et donc, ça aussi, ça explique l'absence de reprise. Et quand on dit en France on manque d'ingénieurs, Alors, oui, on manque d'ingénieurs, oui, on manque de médecins, etc. Ouais. Ce sont des choses qu'on entend. Il faudrait voir exactement ce qu'il en est. ça veut dire on a besoin de gens très qualifiés, si on dit ça. Oui, on a besoin de gens très qualifiés, mais il faudrait voir exactement ce qu'il en est, parce que je crois que les ingénieurs commencent aussi à connaître le chômage. L'intelligence artificielle, par exemple, elle les met sur le grill. Tous les ingénieurs qui intervenaient sur des process matériels ont du souci à se faire. Donc là-dessus, bon, moi j'ai pas fait d'études, Ouais. je Mais- ne peux pas apporter de réponse précise, mais La quand même. formation d'ingénieurs à l'intelligence artificielle, l'école d'EDEC à Nice, un stage de 11 à 16 mois, coûte pour l'étudiant l'inscription 49 000 euros. J'ai Pour le... aller sortir, hein. Ouais, Eh oui, Ou trouver une banque qui te fait un crédit. eh oui, comme aux États-Unis, Ouais, où oui. il risque d'y avoir la fameuse bulle parce que les étudiants remboursent une fois qu'ils ont l'emploi. Oui. Et attendez, il y a des écoles, on dépasse les 110 000, j'ai donné le Ouais. challenge, des 110 000 euros pour un an de formation à l'intelligence artificielle. Mais Bien sûr. il y a ça aussi. Comme les médecins, on a fait comment ça s'appelait, la limitation, là, Le numerus numerus clausus. clausus. numerus clausus. Moi, j'ai discuté avec mon médecin, c'est une jeune femme. Elle me dit, bon, mais aujourd'hui, alors, il y a beaucoup de médecins étrangers, mais que les pays ont besoin. Ben oui. Mais le problème, elle a dit, on a supprimé maintenant le numerus clausus, mais il faut 7, 8 ans, 9 Oui. ans de Ouais. formation. Donc, avant de sortir, et en médecine, ça coûte cher aussi, même le CHU, c'est public, ça coûte cher pour un étudiant. D'abord, il faut qu'il puisse être logé, manger et avoir un peu d'argent de poche pendant une dizaine d'années. S'il n'y a pas les parents derrière, ça devient de plus en plus compliqué. Et il y a aussi des frais d'études Ouais, qui aujourd'hui deviennent considérables. bien sûr. Alors je passe à la troisième question, à la troisième partie de mon intervention. Est-il imaginable de sortir du capitalisme? Je ne vais pas répondre à cette question parce que franchement, je la pose et immédiatement j'indique Tu que... crées une communauté dans les Lassac qui sort du capitalisme. Hein. Justement, tu ne crois Ah pas oui. si bien dire. La question de la sortie du capitalisme, bon, c'est une question évidemment énorme, énorme, et il faudrait y consacrer beaucoup de temps. Bon, mais enfin, quelques réflexions quand même.
par exemple, une chose est sûre, le techno-féodalisme numérique que j'ai décrit il y a quelques semaines, qui entraîne la régression démocratique que j'ai décrit aussi, eh bien, il s'accompagne d'une marche vers le chaos. Hein, techno-féodalisme, régression démocratique, le flicage, etc., etc. On s'en fout de l'écologie. On s'en fout de l'écologie. C'est très visible ça. Hein. Donc, il faudra bien un jour ou l'autre s'attaquer au capitalisme. Je vais poser cette idée-là sans la creuser, mais il faudra bien un jour ou l'autre s'attaquer au capitalisme. Il faut trouver des alliés. Parce que tout seul, ça va être très dur. La deuxième idée que l'on peut poser, tu viens de la poser, c'est l'écologie. L'impasse écologique, elle est évidente. Hein, la révolution numérique l'accroît considérablement. Le capitalisme des monopoles et des oligopoles, les GAFAM, même chose. Les dérégulations se multiplient. La richesse sociale se concentre à une extrémité de la société et à l'autre extrémité, c'est la pauvreté. Bon. Donc, on a tout un tas d'éléments de dérèglement. À côté de ça, on est étonné de voir à quel niveau sont arrivés les investissements dans le numérique. Quand on voit que des entreprises envisagent d'investir 1000 milliards de dollars. Oui. Mais on se dit, où trouvent-ils l'argent et comment vont-ils faire pour rentabiliser tout ça? Parce que 1000 milliards, mais il faut récupérer après au minimum 1500 milliards. Hein, comment vont-ils faire? Bon, donc il y a tout un tas de choses qui nous font dire que oui, il va bien falloir un jour rebâtir l'espérance, reconstruire l'espérance. Ce qu'il y a, c'est que, c'est bien vrai, nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre. Hein, nous ne savons pas. Donc c'est pas moi aujourd'hui qui vais vous dire comment nous allons nous y prendre. Non. Mais par contre, je vais vous proposer les réflexions de deux auteurs, pas les plus connus. Je suis allé chercher des auteurs pas très connus, mais qui sont innovants. John Holloway et Jérôme Bachet. Alors, John Holloway, il a publié un livre qui s'appelle « Crack, capitalisme, 33 thèses contre le capital ». En 2012, il n'y a pas très très longtemps. C'est un philosophe marxiste d'origine irlandaise qui enseigne au Mexique depuis 1991. Alors, j'explique le sens du terme « crack capitalisme ». Crack en anglais, ça veut dire brèche. Donc en fait, nous on aurait tendance à penser crack boursier. Hein. Oui, C'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est brèche, c'est le capitalisme de la brèche. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Jérôme Bachet, quant à lui, c'est un maître de conf. Il enseigne à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, mais il enseigne aussi au Mexique depuis 1997. Et il a publié un livre qui s'appelle « Adieu au capitalisme », « Adieu au pluriel », en 2016. Alors, John Holloway, quel genre de choses est-ce qu'il nous raconte? Il soutient l'idée que le capitalisme se maintient parce que nous le fabriquons chaque jour par notre travail abstrait. Abstrait. Je vais expliquer. C'est-à-dire, travail abstrait, c'est-à-dire l'activité soumise aux exigences du marché et de l'accumulation. Voilà, c'est le fait de travailler
dans le cadre du contrat de travail, permettant aux entreprises de faire fonctionner leur capital, de faire fructifier leur capital. Ouais. Alors, que dit Holloway? Comment est-ce qu'on peut contourner ça? Quelles sont les brèches dans ce système? Brèche qui consiste en fait à refuser, hein, qui consiste à refuser. Comment est-ce qu'on peut faire pour refuser de produire le capitalisme par la participation au contrat? Le travail abstrait, on peut le dire encore autrement, le travail abstrait, c'est l'argent, c'est la marchandise, en fait. Alors lui, il dit, il y a plein de choses, plein de choses. Au lieu de passer par des formules, par des circuits monétaires, pour tout un tas de choses, on peut les faire autrement. Alors je vais vous donner une liste de ce qu'il propose. Par exemple, des projets éducatifs autonomes. Au lieu de payer, dans les pays où l'on paye, hein, au lieu de payer des études passées par le marché monétaire, on peut mettre en place des projets éducatifs autonomes. C'est la même idée que les crèches. Mais comment tu trouves un enseignant dans une école d'ingénieurs pour l'intelligence artificielle? Tu peux toujours aller chercher. Alors ça, C'est illusoire, ça. bien sûr, il y a des limites à ces idées-là, mais peut-être que ça... On est en telle sophistication dans l'organisation du travail qu'il ne peut pas trouver quelqu'un qui va faire bien. Mais peut-être que, par exemple, ça peut s'imaginer pour des écoles élémentaires. Des écoles primaires. D'accord, oui. Tu vois, peut-être, voilà. oui. Il faut voir le possible. Là, tu vois l'impossible. Ça me rappelle l'éducation nationale qui cherche des profs. Oui, Les mamans qui ont eu au moins 3 enfants, vous pouvez enseigner. Bon, oui, c'est bravo, vrai. hein. Oui, c'est vrai, ça C'est- fait longtemps. Ça fait longtemps Faut que les c'est- faire, ça. Hein. Oui, il faut le faire. Faut les faire. Donc, Holloway dit on peut mettre en place des coopératives de travail. Alors, tout ça existe déjà. Il y a dans... Avec ça, tu ne fabriques pas une voiture. Hein. Mais, pardon? Avec ça, tu ne fabriques pas une voiture. Non, hein, non, avec mais des par exemple, tu coopératives peux de travail. fabriquer autre chose, Ouais. etc. Mais ça fait un peu bisounours quand même. Hein. Ça peut être le début déjà. Commencer par ça, Ouais, et ouais, après... ouais. Voilà, Non, c'est ça un peut être le début. début. Et quelques C'est un années début. après, Idéaliste. C'est vrai. Holloway dit on Les peut gens aussi essaient de mettre en place réussir des coopératives de même si c'est consommation. petit, même si Oui. c'est pas... Ce sont des la choses qui ont construction existé. d'une Les voiture, ça, coopérateurs, après la guerre, Ouais. c'était une coopérative de consommation. Oui, oui, d'accord, mais... Les coopératives agricoles, elles existent toujours. Oui, d'accord. Coopérative agricole, ça marche comment alors? Comment Ben, ça ce sont marche des agriculteurs qui se mettent en commun. Oui. Ensemble, Ils ne passent pas par un Ensemble. circuit... Par exemple, ils vont investir sur le moissonneuse maintenant, ce qui coûte très cher. oui. Ah Donc ouais, ils vont se d'accord. partager. Voilà, par ils vont- exemple, les outils de L'achat, travail, les l'achat, tracteurs, oui, voilà, machine, voilà. oui, les Ils vont s'en moissonneuses. servir après. Ah ouais, ben oui. Ah ouais. Voilà. Dans Payer une des coopérative assurances agricole, aussi. vous pouvez avoir Oui. une CUMA, coopérative Oui. d'utilisation de matériel agricole. Oui. Voilà. Donc, Partage, c'est la CUMA. Ça peut très bien marcher. J'en ai visité une l'année passée pendant l'été. À l'Aïol, là on fabrique une coopérative agricole qui fabrique le fromage de la région. C'était bien expliqué, c'est fait pour les touristes, on peut voir tous les processus, Ah ouais. l'arrivée du lait, de faire cailler, etc. Ah oui. Donc ça existe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants d'une grosse entreprise financière. Oui, d'accord. Voilà. C'est autonome. Et en plus, ils sont sûrs, le lait qu'ils vont fabriquer va être acheté à un prix acceptable pour eux. Et ça change tout. Parce que dans l'autre système, on le presse chaque fois le litre encore moins cher, ils ne savent plus s'en sortir, hein, Ah ouais. avec tous les crédits qu'ils ont en plus. Hein. Holloway cite également les caisses de crédit communautaire, Oui, ça oui. donc mettre en commun une capacité financière, des ateliers partagés, Il y a une banque en Bretagne. les logiciels libres, Oui. donc ça aussi c'est assez connu, et ça fonctionne assez bien. Des bibliothèques d'objets. Alors bibliothèque d'objets, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être des livres, Oui.
Ça peut même être une voiture que j'utilise une fois par semaine. Des je la mets à la voitures. disposition d'autres pendant les 5 autres journées. de l'outillage, Oui, voilà. des choses comme ça, des équipements divers. C'est sympa ça. Oui. Des cuisines collectives, des centres sociaux autogérés. Voilà tout un tas d'exemples. Oui. Tout un tas d'exemples. Comment Alors, cuisine collective, ça veut dire cuisine Mais c'est par collective. exemple à Nice, il y a une cuisine collective qui fournit les Pour- repas pour tous les toutes les les écoles. crèches, pour Ah, toutes pour les pour écoles les primaires, ouais, voilà. par exemple. Voilà. Et donc du coup, Voilà. ils peuvent acheter à des prix plus intéressants que lorsqu'il y a dispatché sur chaque Mais école. le non-dit dans ça, c'est que je pense que Holloway vise des sociétés peut-être à tendance rurale, Oui, oui. agricole. Ouais, ouais. Donc, quand on dit cuisine collective, ça peut être cuisine collective pour un village. Pour un village. D'accord, oui, pour Je- un village, oui. Je le comprends comme ça, sans garantie que ce soit juste, mais je le comprends comme ça. Voilà, donc vous voyez, toutes ces idées, elles peuvent participer à des actions, et bon, mises bout à bout, elles peuvent générer quelque chose. Elles génèrent du travail en commun, de la coopération, elles génèrent des rapports sociaux beaucoup plus serrés, beaucoup plus denses, Ouais. beaucoup plus fructueux, et ça, c'est une richesse. Elle nous Ça fait semble, penser. Voilà. et elle peut nous faire réfléchir pour autre chose aussi. Alors, Ça peut nous faire réfléchir. c'est des communautés une ensemble. qui sont à la mode, qui commencent, qui ont existé déjà en 68, mais là, on le voit, il y a plusieurs endroits des communautés, mais c'est très compliqué à gérer parce que La langue, il n'y a pas d'autorité, donc faut beaucoup de bonne on le voit volonté. dans beaucoup de séries ou de films, ces communautés qui sont surtout écologistes Idéaliste. et idéalistes. Donc, mais à mon avis, c'est pas ça qui va transformer la société. Non. Voilà. Donc, Est-ce qu'on ne nous les montre pas peut-être sur ce côté justement, les télévisions, etc. Est-ce qu'on ne les montre pas un petit peu justement comme Bien. le folklore Oui, bien sûr. voilà. Il y a- C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop. voilà, il y a ça. Moi je Après, pense, hein, on alourdit là, un peu là, là. après, on joue beaucoup là-dessus sur la on montre un peu ruralité, comme ça, que- Ouais. où les communes ont perdu énormément d'habitants. Ouais. Donc il y a les communes qui offrent des terrains, des lieux, etc. Oui. Et puis il y a, mais ça existe, des jeunes ingénieurs qui étaient enseignants, etc., qui ras-le-bol de la ville Oui. et tout, qui vont s'investissent cultiver, du bio. à plusieurs dans Ouais. cette vie Ah oui. Oui, ça existe. avec la nature, etc. quoi. C'est un phénomène. Et puis il y a les retraités. Si Et on, les si on retraités. prend la retraite à 60 ans, justement, c'est une bonne chose, ça nous laisse quand même. Si on allonge l'âge de la retraite, bien sûr, ça nous supprime. Mais si on prend la retraite à 60 ans, ben voilà, on a quand même des années, Bien sûr. peut-être, pour faire des choses. Mais ça existe déjà, il y a toute une vie associative en France. Ouais, Mais ouais, bien sûr. ouais. Plein de Énorme, elle est retraités sont énorme. actifs dans les associations. Oui, bien que sûr, je connais bien plein sûr. autour de Elle moi. est énorme, sûr. non, non, elle est Bien énorme. sûr, bien sûr. Ah oui, ah oui. En ce qui concerne Jérôme Bachet, bon, c'est à peu près la même chose, ses propositions. Il reprend la formule de l'expérience zapatiste du Chiapas, Ouais, le buen vivir, le bien vivre. ouais. Hein, le buen vivir. Et il insiste sur la notion d'autonomie, de coopération, d'autogouvernement. Il pense qu'il faut desserrer l'emprise étatique, et qu'il faut favoriser toutes les procédures qui partent du bas plutôt que celles qui viennent d'en haut. Et lui aussi, il reprend la notion de brèche comme Holloway. Bon, ils sont très complémentaires, très congruents l'un et l'autre. Bon, moi, je pense comme vous que la sortie du capitalisme ne va pas se faire avec eux. Non. Hein. Non, bien sûr, non. Mais j'apporte une nuance. Elle ne se fera pas
seulement avec eux, mais elle se fera aussi avec eux. Elle se fera aussi avec eux. Parce que ce qui me paraît important dans ce qu'ils mettent en avant, c'est la notion de coopération. Et, oui, oui, Et oui, qui est riche, oui. qui est créatrice de rapports sociaux extrêmement denses, extrêmement fructueux, et ça, c'est une richesse extraordinaire. Bien sûr. Extraordinaire. Donc la coopération au lieu de la concurrence, pour moi, ça peut être un point d'appui. Ouais. Mais, bien sûr, ces deux messieurs ne règlent pas la question des monopoles, Oui, non, non. des GAFAM, Ah, Oui, etc. bien sûr. Et la coopération, ça L'idée- existe depuis de longues années en l'idée France, est avec bonne les pays dans africains. la Ouais, mesure où La on pourrait, coopération. les salariés pourraient s'inspirer de ça pour imposer une autonomie dans les grosses entreprises. mais Ça, c'est du rêve. si, Ouais. si, Ça Ils pourrait vont se pas être faire très aussi. d'accord. Merci beaucoup. Comment il Allez, s'appelle? on Quand tu peux me donner l'orthographe Allez. des deux personnes. Alors, Comment c'est C'est passionnant. H, Alors, Holloway, voilà. c'est ça ça. je veux des lunettes. Pardon. Annonce la suite, la prochaine. Oui, Ça, je... Je Holloway sais pas si... et Bachette. Alors Holloway d'abord, alors Holloway. Holloway, donc la semaine prochaine et la semaine, et la semaine d'après, nous aurons deux conférences de Jean Roblin, SC. que vous connaissez déjà, que vous avez déjà Ok, vu, d'accord. sur le thème Pour savoir au moins le nom. Oui, Euh, c'est vrai socialisme d'État et capitalisme. Ce sont deux conférences qu'il devait faire l'année dernière et qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a été indisponible. Et donc, elles sont reportées d'1 an. que... Donc c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine et la semaine Pardon, moi d'après. j'ai pas écouté. La À semaine Guisol. La semaine prochaine et la semaine d'après, socialisme et capitalisme d'État, ce sont deux conférences qui devaient avoir lieu il y a 1 an, à l'issue du cycle sur le stalinisme, mais qui n'ont pas pu se faire. Donc, D'accord, qui sera la semaine Ici. prochaine. Et la semaine d'après. prochaine. À Guisol. ici Socialisme, même, capitalisme d'État. La Voilà. semaine prochaine. c'est ça, semaine prochaine et semaine d'après, les 2 semaines qui Juste, viennent. je reviens un peu sur